Voilà, donc le thème apparaît à l'écran et je voudrais commencer par une formule que les gens de ma génération connaissent bien. Je ne sais pas si elle est encore connue des gens des plus jeunes générations. C'était Marignan 1515. Tous les écoliers de France et de Navarre connaissaient la formule Marignan 1515. Aujourd'hui, j'imagine qu'avec l'histoire telle qu'elle est enseignée, c'est un peu passé de mode. Mais cette formule avait le mérite de mettre l'accent sur ce qui était assez essentiel dans l'enseignement de l'histoire, en France au moins, à savoir précisément cette histoire bataille. Marignan, c'est une bataille. Marignan, c'est un fait. Et là aussi, vous évoquiez tout à l'heure les évolutions dans l'historiographie, c'est-à-dire dans la manière dont on écrit l'histoire. Force est de constater que l'événement a perdu de l'importance. Il semble qu'il en reprenne un peu aujourd'hui, mais pendant quelques années, on ne parlait plus d'événements, on ne parlait même plus de dates. On avait tellement contrarié les écoliers en leur faisant apprendre des dates qu'on n'apprenait plus de dates. Et j'ai le souvenir d'ailleurs d'une de mes nièces rentrant chez elle et demandant à sa mère si elle avait connu la guerre de 100 ans. Et ma sœur, qui essayait de rester le plus jeune possible, évidemment, ça lui avait donné un coup de vieux. Mais tout ça, c'était la conséquence de cette histoire dans laquelle on ne voulait plus de dates. Alors pourquoi ne voulait-on plus de dates ? Eh bien, pour flatter la paresse, bien sûr, des étudiants, mais comme je vous le montrerai dans une seconde partie, cela correspondait à une nouvelle vision de l'histoire. Et vous l'avez évoqué, l'histoire bataille a été reléguée, alors même qu'elle était très utile, et c'est ce que je vais m'efforcer de vous montrer dans une première partie. L'histoire par nature, ce sont des événements. Et le fondateur de l'histoire, vous l'avez à l'écran, c'est Hérodote. Hérodote, au début de son ouvrage, dit les mots qui sont écrits. Hérodote d'Halicarnasse présente ici les résultats de son enquête, et j'ai mis entre parenthèses le mot grec, à savoir histories. Le mot histoire veut dire enquête. J'insiste sur ce point, j'aime à le faire, parce que en ces temps où nous avons une histoire d'État, où on peut aller en prison parce qu'on met en cause les dogmes de cette histoire d'État, on voit l'absurdité d'une telle position, puisque par nature, l'histoire est une enquête. Et le propre d'une enquête, c'est qu'il y a, au fil des temps, des remises en cause. Et pourquoi cette enquête, disait Hérodote, afin que le temps n'abolisse pas le souvenir des actions des hommes. Donc il s'agissait bien d'étudier, d'enquêter, de manière à établir un certain nombre de faits, et que ces faits soient conservés de génération en génération, et pas n'importe quel fait. Et que les grands exploits accomplis, soit par les Grecs, soit par les barbares. C'est un Grec qui parle, mais ce Grec respecte les barbares. On n'est pas obligé de mépriser ses adversaires pour les combattre. Donc, que les grands exploits accomplis par les Grecs, soit par les barbares, ne tombent pas dans l'oubli. Voilà quelle était la conception de l'histoire à l'origine, avec Hérodote. Voilà ce qu'elle est restée pendant des siècles, pendant des millénaires. Pourquoi les choses ont changé, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Mais il faut dire tout de suite que parmi ces faits, les historiens recherchaient ceux qui étaient les plus importants. Parce que s'il fallait étudier tous les faits, eh bien, on ne pourrait aller au-delà de l'histoire de l'actualité, parce qu'on serait continuellement en train de rechercher tous les faits existants. Il faut donc dégager les faits les plus importants. Et ceux qui sont objectivement le plus importants, c'est ceux qui ont les conséquences les plus importantes. Il y a des faits qui sont sans conséquences. Il y a des faits qui ont des conséquences pour une année, une décennie, un siècle, un millénaire, voire plus. Donc, en cela, la bataille était utile, l'étude des batailles était utile, parce qu'au moins certaines d'entre elles avaient changé l'histoire du monde d'une manière absolument radicale et très profonde. Alors, si l'on veut trouver des exemples, car finalement c'est le meilleur moyen pour voir l'intérêt de cette histoire bataille, c'est sûr que si l'histoire bataille, ça consiste à faire apprendre des noms de batailles par cœur et des dates par cœur, ça n'a pas grand intérêt. Mais si, dans l'esprit même d'Hérodote, on essaye à partir des événements à comprendre les causalités et voir les conséquences, l'histoire bataille se révèle très intéressante. Car il y a des batailles qui n'ont pas grandes conséquences, il y a des batailles au contraire qui vont avoir des conséquences pendant des siècles. Donc première partie, l'utilité de l'histoire bataille. Je vous ai mis une superbe bataille navale.
Et je commence par le premier exemple que je voulais prendre, Marathon. Alors pourquoi ai-je pris ce premier exemple? Parce que Marathon, c'est une bataille que tout le monde connaît. Même quelqu'un qui ne connaît rien en histoire, pour peu qu'il s'intéresse un peu à l'actualité sportive, il connaît Marathon. Il sait même que Marathon, c'est aujourd'hui une course de 42 km et quelques, 195, je crois. Et s'il est un tout petit peu plus cultivé, il sait que ça représente la course d'un messager étant sur les lieux de cette fameuse bataille de Marathon. Alors vous la voyez à l'écran, j'ai mis une grosse flèche pour qu'on voit la localité de Marathon. Et si vous descendez d'environ 40 et quelques kilomètres, vous allez tomber sur la ville d'Athènes. Ça vous permet de localiser cette bataille. Donc, 42 kilomètres et quelques, c'est une course, mais c'est surtout au départ un messager qui va apporter cette grande nouvelle aux Athéniens, à savoir que les Perses ont été vaincus. Et ça n'était pas gagné d'avance, parce que si vous comparez d'un côté la Grèce, c'est cette petite péninsule qu'on voit sur la gauche de l'image, elle est à peine visible. Et de l'autre côté, l'immensité de cet empire perse, qui d'un côté, à l'ouest, va jusqu'à la Turquie actuelle, et jusqu'à l'Afrique du Nord, jusqu'à la Libye tout au moins, et puis de l'autre côté, la vallée de l'Indus. Donc c'est une puissance absolument considérable. Et néanmoins, ce sont les Grecs qui vont l'emporter. Et là, il y a une grande leçon qu'on reverra à plusieurs reprises dans l'histoire. Cette leçon, c'est le patriotisme. D'un côté, ils sont objectivement plus faibles, mais ils se battent chez eux pour défendre leur chez eux. Et de l'autre côté, c'est des gens qui viennent comme des envahisseurs. Alors, vous me pardonnerez, j'irai très très vite sur ces différents exemples, simplement en essayant de dégager parfois un ou deux enseignements. Il y aura une version plus complète écrite à laquelle vous pourrez vous référer. La conséquence de cette bataille de Marathon, c'est d'abord évidemment qu'on a repoussé les Perses, mais c'est plus encore que Athènes va recevoir de cette victoire, compte tenu des difficultés de départ, les Athéniens et Athènes va recevoir une gloire considérable. Elle va véritablement devenir la cité mère pratiquement de tous les Grecs. Et ceci est important non seulement pour les Grecs, qui vont reconnaître cette hégémonie athénienne, mais c'est important pour nous car si nous sommes les héritiers de la culture grecque, c'est très largement, et même pour l'essentiel, à travers Athènes. Nous ne sommes pas tellement les héritiers des Spartiates, mais nous sommes bien les héritiers des Athéniens. La deuxième bataille que je voulais citer, elle a été évoquée par monsieur le recteur à l'instant, c'est la bataille d'Actium, ou d'Actium, comme on disait. Alors, cette bataille, elle est fortement intéressante. Nous sommes après l'assassinat de Jules César. La République romaine est tiraillée avec quantité de guerres civiles. Et puis finalement, à la fin, on a essentiellement deux protagonistes. À l'ouest, c'est la partie qui est en violet. On a Octave, qui est le fils adoptif de César. Et puis, dans la partie orientale, qui est en vert, on a Marc-Antoine, qui est un ancien général de César. Il s'est battu avec lui, notamment à Alésia. Et ce qui fait la force de Marc-Antoine, c'est que, outre cette partie orientale de la République, il s'est allié avec Cléopâtre et donc il tient en outre l'Égypte. Et c'est intéressant pour l'anecdote de noter que Cléopâtre, c'est vraiment, en l'occurrence, la femme fatale. Je crois qu'il n'y a pas eu dans toute l'histoire du monde une femme plus fatale que Cléopâtre dans tous les sens du terme. D'abord parce qu'elle a attiré Marc-Antoine dans ses filets sentimentalement, si j'ose dire, mais également parce qu'elle l'a amené à la défaite. Car Octave, dans cet affrontement entre l'Orient et l'Occident, et au passage, ce qui est assez intéressant, c'est que la division qu'on voit à l'image, division de la République, nous ne sommes pas encore dans l'Empire, eh bien, c'est pratiquement celle qui va être posée de manière définitive au moment de la séparation de l'Empire romain entre Orient et Occident. Les Romains étaient pragmatiques, ils ont tracé une ligne sur la carte qui était juste à l'est de la péninsule italienne. Et bien, tout ce qui était à l'est de la ligne, c'était l'Empire d'Orient, et tout ce qui était à l'ouest, c'était l'Empire d'Occident. On voit que ça correspond à peu de choses près au vert et au violet que vous avez à l'image. Et donc, l'habileté d'Octave, ça va être de dire que finalement, si on soutient l'habileté d'Octave, si on soutient Marc-Antoine, finalement on soutient l'Orient contre l'Occident.
Et on parlait de patriotisme par la bataille précédente. Ici, je crois qu'on peut parler d'identité. Les Romains, ils sont très conscients que ce sont des Européens, même si leur empire s'étend tout autour de la Méditerranée. Ils veulent rester d'abord et avant tout des Européens. Et donc, Marc-Antoine va être vaincu à cette fameuse bataille d'Actium, qui est une bataille navale, comme vous le voyez. Et on connaît la suite un peu romanesque de cette affaire, c'est que les deux amants, à savoir Cléopâtre et Marc-Antoine, vont se suicider, et reconnaissant par là leur défaite, et à contrario, donc, la victoire définitive d'Octave. Octave va être qualifié d'Auguste par le Sénat, va mettre en place l'Empire, et là, ce sont des siècles de l'histoire qui sont marqués dans cet événement, puisque l'Empire, c'est la Pax Romana, c'est la puissance de Rome. Cet empire, quelques siècles plus tard, on le retrouve au 5e siècle, au moment où il est menacé par Attila. Il est intéressant de regarder la situation de cet empire d'Occident. Laissons tomber l'Orient. Enfin, laissons tomber, c'est vite dit. L'Orient, c'est un empire qui va se maintenir encore un millénaire. Chute de l'Empire romain d'Occident 476, chute de l'Empire romain d'Orient 1453. Donc, c'est une histoire qui va perdurer, mais elle nous concerne moins. Ce qui nous concerne plus directement, c'est cet Empire romain d'Occident, puisque c'est de là que sont nées les différentes nations auxquelles nous pouvons appartenir les uns et les autres en Europe. Et bien, si on regarde la situation de cet Empire romain d'Occident, on voit qu'il y a déjà, au moment où arrive Attila, ce que François Hollande appelle une partition, à savoir que ces barbares qui se sont immiscés dans l'Empire, eh bien, on a fini par leur donner des bouts de l'Empire. C'est ainsi que les Wisigoths se sont installés en gros en Aquitaine, puis après vont envahir l'Espagne. C'est ainsi que les Suèves sont au nord de la péninsule ibérique et ainsi de suite. Ils ont chacun pris un bout. J'anticipe un peu pour vous faire remarquer que quelques temps plus tard, eh bien la partition sera complète et finalement il n'y aura plus de Romains. Le dernier Romain, c'était Syagrius qui s'était fait un petit royaume en gros dans la Gaule de l'époque, et finalement il est battu par Clovis qui vient prendre sa place, et vous voyez qu'il n'y a plus à la fin de l'histoire que des barbares. Mais n'anticipons pas. Il faut d'abord dire un mot de cet Attila qui arrive. Alors Attila, c'est un barbare qui est considéré comme barbare par les barbares eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est vraiment le pire des barbares. Un certain nombre de ces barbares d'origine germanique, on l'a vu, sont rentrés dans l'Empire romain, ils se sont fait une place. Au fond, ils ne désiraient que ça, parce que les barbares, ils avaient beaucoup de défauts, mais ils avaient quand même compris une chose. Quand ils voyaient la culture romaine, ils avaient compris une chose, c'était la supériorité des Romains. Et leur rêve, c'était de devenir un peu comme les Romains. Mais pas tous. Certains, au fond, se sont sentis plus proches d'Attila. C'est pour ça que quand il y a eu la bataille décisive au champ catalonique entre Attila et les Romains et leurs alliés, eh bien certains barbares étaient alliés d'Attila et d'autres barbares étaient alliés des Romains. Mais le résultat de tout ça, c'est que les Romains, qui depuis des siècles faisaient appel à des barbares parce que certains jeunes Romains ne voulaient plus rentrer dans l'armée, ça nous rappelle peut-être quelque chose, eh bien à force de faire appel à des barbares pour gonfler leurs rangs et pouvoir se défendre, soit dit en passant, contre d'autres barbares, les Romains ont fini par laisser la place purement et simplement aux barbares. Au passage, il faut citer un épisode absolument capital. C'est, vous l'avez vu quand je suis passé rapidement, c'est l'épisode de Sainte-Geneviève. C'est vrai que les historiens laïcs n'aiment pas tellement ce genre d'épisode. Je me souviens quand j'étais étudiant en histoire, on avait un prof qui nous disait il nous parlait de la grande peste, puis il nous cite le cas d'une ville où il y avait cette peste. Alors, on a fait beaucoup de processions, et puis à la fin de la procession, la peste s'est arrêtée. Et il disait, on ne sait pas trop pourquoi. Ben, c'est sûr, quand on est laïque, on ne sait pas trop pourquoi. De même que, par rapport à Attila, les historiens laïcs vous disent, on ne sait pas trop pourquoi il n'a pas mis Paris à sac. Il avait pillé toutes les villes qu'il avait vues sur son passage, et puis quand il arrive à Paris, il décide de faire le tour, il laisse tomber. Alors qu'il aurait très bien pu, d'autant que
beaucoup de Parisiens étaient prêts à se rendre et il a fallu toute l'énergie de Sainte-Geneviève pour raviver leur courage et pour qu'ils restent et qu'ils essayent de protéger la ville. Voilà donc la situation de l'Empire romain juste avant sa chute en 476. Vous voyez qu'il n'y a plus grand-chose de romain, que ce sont les différents barbares qui se sont installés, les Visigoths, les Francs, etc. Vous évoquiez tout à l'heure aussi l'invasion mahométane. Il suffit de regarder cette carte, elle explique tout. Tout est dans cette carte que vous avez à l'écran. Au fond, vous avez 3 vagues. Entre 622 et 632, c'est l'époque de Mahomet, les musulmans vont conquérir la péninsule arabique. Puis, vous avez les 4 premiers califes, c'est la deuxième couleur un peu moins soutenue, entre 632 et 661, qui poursuivent l'expansion. Et puis, à l'époque des Omeyyades, jusqu'à 750, vous avez l'expansion jusque et y compris en Espagne, et jusque et y compris en France. Et il faut que Charles Martel convoque son armée, aille à la rencontre des Arabes, les batte donc au cours de cette bataille de Poitiers. Et là encore, on voit que certaines batailles ont des conséquences très durables, puisque les musulmans sont rejetés en Espagne, pour l'essentiel. Ils gardent une petite enclave en France, aux côtés des Pyrénées, qui finalement sera balayée. En revanche, ils vont rester très longtemps en Espagne, puisque cette fameuse Reconquista des Espagnols, cette reconquête, va durer jusqu'à 1492. 1492, je vous rappelle, c'est aussi la fin du Moyen-Âge. Et donc là, les Arabes sont refoulés de l'autre côté de la Méditerranée. Alors, au passage, conséquence de cette bataille, eh bien, Charles Martel, c'est l'ancêtre des Carolingiens. Donc, sans le savoir, en le souhaitant sans doute, mais sans le savoir, il est en train de préparer la nouvelle dynastie. Les Mérovingiens, c'est-à-dire ceux de la famille de Clovis, ils font plus leur travail. Et comme ces rois ne sont pas dignes d'être rois, c'est ce que dira le pape d'ailleurs, quand la question se posera, de savoir s'il faut préférer le roi légitime mérovingien ou son concurrent carolingien, le pape dira celui qui doit être roi, c'est celui qui fait les fonctions du roi. Et en l'occurrence, ce sont les Carolingiens, et ce n'est pas seulement à l'époque dont j'ai parlé, mais c'est déjà à l'époque que nous avons à l'écran, c'est déjà quand il s'agit d'arrêter les musulmans à Poitiers. Autre épisode important, et celui-ci nous apprend une chose absolument capitale, c'est que la bataille ne suffit pas. Il y a des batailles très importantes qui n'ont pas de conséquences, je veux dire des batailles très importantes sur le plan militaire, avec par exemple beaucoup de morts, mais qui finalement, on en verra un exemple tout à l'heure, n'ont pas de conséquences politiques, pas beaucoup. Et inversement, vous avez des batailles qui en soi ne sont pas absolument gigantesques, mais qui ont des conséquences politiques capitales, parce que de ces batailles naît un accord qui va être durable. Et vous avez sans doute à l'écran l'accord le plus important dans toute l'histoire de France, puisque ce ne sont pas moins que 11 siècles qui sont écrits dans cette carte. Je rappelle rapidement le contexte. Charlemagne a la chance d'avoir qu'un seul fils pour lui succéder, Louis le Pieux, donc pas de problème de partage de l'Empire. En revanche, Louis le Pieux a 3 fils dont l'aîné est Lothaire. Et dans le droit germanique, c'est ce que les Capétiens vont très intelligents abolir, dans le droit germanique, il est prévu que les fils d'un roi se partagent le royaume. Alors là, ils ont quand même compris qu'il fallait donner une prééminence à l'aîné, donc l'aîné Lothaire lui a donné cette partie en vert qui va devenir la Lotharingie, du nom de Lothaire. Et puis, on a donné un petit bout. À l'ouest, on a donné à Charles le Chauve ce qui va devenir la France. Et à l'est, on va donner à Louis le Germanique, comme son nom l'indique, ce qui va devenir l'Allemagne. Alors pourquoi ce partage ? Il ouvre 11 siècles d'histoire. Eh bien parce que si vous regardez dans la suite de l'histoire, pratiquement vous allez avoir cette rivalité entre Français et Allemands, chacun essayant de conquérir cette partie qui était entre les deux, cette Lotharingie. Il faudrait compléter un peu en parlant de l'Italie également, mais on voit que finalement, nous sommes en 843,
11 siècles plus tard, c'est 1943, les Français et les Allemands sont encore en guerre. Autre exemple très intéressant, c'est celui de Philippe Auguste. Philippe Auguste, deux dates, son avènement et la fin de son règne, 1180-1223. Autrement dit, vous avez là plus de 6 septennats. Quand je pense que chez nous, on a raccourci le septennat pour en faire un quinquennat, avec d'ailleurs les avantages que chacun peut y voir, là nous avons un homme qui reste au pouvoir 43 ans, alors que c'est sûr, un mauvais qui reste au pouvoir 43 ans, il peut faire beaucoup de bêtises, mais pour peu qu'il soit bon, et d'ailleurs, le seul fait d'exercer le pouvoir, ça amène souvent à acquérir un certain nombre de réflexes et de jugements, eh bien, cette durée lui permet de faire des choses importantes. Si vous regardez la situation lors de son avènement 1180, en rouge, ce sont les fiefs qui dépendent du roi d'Angleterre. Pourquoi dépendent-ils du roi d'Angleterre? Parce que nous sommes dans une logique féodale où, dans les pays, il y a des rois, mais ces rois, en vérité, n'ont pas tellement de pouvoir. Le vrai pouvoir, il est dans les mains des seigneurs. Et ces seigneurs, généralement, sont rattachés au roi, mais ça ne les empêche pas d'être totalement indépendants dans leur seigneurie. Or, toute l'affaire a commencé avec Aliénor d'Aquitaine, qui, après avoir été mariée avec le roi de France, est allé, pour des raisons à la fois politiques et sentimentales, est allé porter ses fiefs au roi d'Angleterre, disons-le, pour embêter les Français. Et donc, ça donne au roi d'Angleterre un nombre de fiefs considérable. Alors, c'est vrai que ces seigneurs, en théorie, sont indépendants du roi d'Angleterre, mais en pratique, ils ont au-dessus d'eux le roi d'Angleterre qui peut éventuellement leur confisquer leurs fiefs. Donc, c'est très gênant pour le roi de France. Si l'on regarde la situation du roi de France, il est roi sur toute la partie qui n'est pas rouge, mais il n'exerce effectivement le pouvoir que dans la partie qui est en bleu en 1180. Que la partie qui est en bleu, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le domaine royal. Le domaine royal, c'est la partie du royaume où le roi non seulement est roi, ce qui lui donne un pouvoir assez théorique, mais il est en plus seigneur. Et là, il a le pouvoir pratique, puisqu'à l'époque, le pouvoir est essentiellement féodal. 43 ans plus tard, que s'est-il passé? On voit que les Anglais n'ont plus tellement de fiefs, et on voit que le domaine royal s'est considérablement étendu. Que s'est-il passé entre-temps? Eh bien, il s'est passé que le roi d'Angleterre, Jean Santerre, fils d'Aliénor d'Aquitaine que je citais tout à l'heure, Jean Santerre a fait une grosse bêtise, c'est-à-dire qu'il a violé le droit féodal. Et dès lors, les vassaux du roi d'Angleterre sont allés se plaindre au supérieur du roi d'Angleterre. Je parle de la hiérarchie féodale. Le roi d'Angleterre, il est roi en Angleterre, le roi de France, il est roi en France. Mais si le roi d'Angleterre a des fiefs en France, pour ces fiefs, il dépend du roi de France, non pas comme roi de France, c'est un peu compliqué, non pas comme roi de France, mais comme son supérieur dans la hiérarchie féodale. Donc ces vassaux vont se plaindre au supérieur de leur suzerain, et que fait évidemment Philippe Auguste? Il applique le droit féodal, la commise, c'est-à-dire la confiscation. Et cette confiscation, évidemment, Jean Santerre ne l'entend pas de cette oreille, et il se précipite aussitôt, il monte une très grande coalition contre le roi de France, avec un certain nombre de ducs, de comtes, et surtout avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et tout ce joli monde arrive, rencontre les Français à Bouvines, 1214, et ils sont battus. Et donc, cette victoire est décisive, là encore, parce qu'elle avalise la décision prise par Philippe Auguste de confisquer les fiefs de Jean Santerre et donc de restituer à la France, si l'on peut dire, sa souveraineté, anticipant un peu. On ne peut pas faire l'impasse sur la bataille de Lépante, mais comme vous la connaissez tous, je ne m'y étendrai pas. Simplement, une toute petite remarque. On a vu tout à l'heure que les musulmans refluaient à l'ouest, puisque les Espagnols reconquièrent la péninsule. Mais il y a une sorte de basculement. Pendant qu'ils reculent à l'ouest, ils progressent à l'est, avec notamment le siège de Vienne, et puis la prise de Chypre, avec notamment Nicosie, avec un massacre absolument épouvantable, tant et si bien que le pape invite tous les princes chrétiens à se coaliser pour faire sus aux Ottomans. Au passage, il y en a un qui ne viendra pas, c'est le roi de France.
Et ça n'est pas à notre honneur. Je n'ai pas le temps de développer, mais le roi de France, à l'époque, avait préféré s'allier avec les Turcs contre les princes protestants. On voit au passage une des retombées du schisme entre catholiques et protestants, retombées géopolitiques. Ce qui est intéressant dans cette peinture de Véronèse, c'est qu'on voit bien l'imbrication entre le spirituel et le militaire. En bas, on voit la guerre, et en haut, on voit ce qui se passe au ciel, les intercessions des saints pour avoir la victoire. Et on sait que Saint Pie V, qui avait été à l'origine de cette coalition des princes chrétiens, a eu une vision lorsque la victoire a été obtenue. Je voudrais maintenant rapprocher deux exemples de deux grands chefs d'État avec les effets très différents que peuvent avoir leurs conquêtes militaires. Le premier, c'est Louis XIV. Ce sont de petites conquêtes. Alors, ce n'est pas négligeable, mais ce sont des petites conquêtes. On voit qu'il y a des tas de couleurs différentes, des tas de petites guerres faites par Louis XIV. Et on sait d'ailleurs que sur son lit de mort, il dit à son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, on raconte que quand le petit enfant, qui avait 6 ans à l'époque, est rentré dans la chambre où Louis XIV était en train de mourir, l'arrière-grand-père aurait dit à l'arrière-petit-fils « Comment vous appelez-vous » Et le petit garçon aurait dit Louis XV. Et Louis XIV a dit non, pas encore, attendez que je meure. Et donc, quand il est... Et donc Louis XIV va faire un travail, et là, c'est un très bon exemple du travail des Capétiens. Les Capétiens, ils ont un projet politique. Le projet politique, c'est de tracer la frontière de l'Est, de protéger la France à l'Est, parce que c'est là qu'elle est le plus vulnérable. Sur le reste, vous avez ou des mers ou des montagnes, donc c'est assez facile à défendre. Mais cette frontière de l'Est, c'est très facile de se faire envahir. D'ailleurs, c'est par là qu'on s'est fait envahir plusieurs fois en peu de siècles. Donc, il s'agit d'avoir une ligne à peu près continue. Et tout le travail de Louis XIV a continué en cela. Alors, les résultats n'ont pas été toujours au niveau de ce qu'il espérait, mais globalement, lorsqu'il meurt, il a agrandi le royaume de France, et mieux encore, il l'a consolidé. À l'inverse, voyons le travail de Bonaparte. Napoléon, c'est indubitablement le plus grand conquérant français. C'est le seul conquérant français qui puisse rivaliser avec les grands conquérants de l'histoire du monde. Des gens comme Jules César. Voilà, c'est les plus grands conquérants. Il n'y a guère que Bonaparte qui puisse se rivaliser avec eux. Et effectivement, en 1812, il s'étayait un très bel empire, avec en sombre la France proprement dite, et en clair les États qui sont vassaux de la France, comme par exemple, on le voit, l'Espagne. Mais dès 1814, il n'en reste plus rien, ou plus grand-chose. On avait encore progressé un tout petit peu par rapport à 1790, mais avec la deuxième tentative de Bonaparte, avec le retour de Napoléon, avec la seconde défaite de l'empereur, eh bien, tout ce qui nous restait a été perdu. Bref, en deux mots, lorsque Bonaparte quitte le pouvoir, il laisse la France au même niveau où il l'avait trouvée. Autrement dit, beaucoup de gloire, beaucoup de noms prestigieux qui aujourd'hui sont des stations de métro, des boulevards, que sais-je encore, mais finalement, qu'est-ce que ça a apporté? Rien. Comparez les deux cartes. D'un côté, Louis XIV, des petites conquêtes durables. De l'autre côté, Bonaparte, de grandes conquêtes sans lendemain. Vous évoquiez Verdun tout à l'heure. Verdun, c'est la grande bataille de la guerre de 14. C'est la bataille mythique de la guerre de 14. Et cette bataille, elle va avoir très certainement comme conséquence la victoire. Notons quand même que si on a une vision un peu providentialiste de l'histoire, on peut se demander si c'est tout à fait un hasard qu'il y ait eu cette guerre en 1914. 1905, la séparation de l'Église et de l'État, après des années et des années d'anticléricalisme forcené, et puis après, cette guerre épouvantable où c'est 1,5 million de jeunes Français qui sont morts. D'ailleurs, quand vous regardez les pyramides des âges, pas celles d'aujourd'hui, parce que maintenant ça ne se voit plus tellement, mais celles des années 50, 60, on voit que le creux qui est tracé dans la pyramide des âges par la guerre de 14 est très supérieur à celui que va faire la guerre de 40. D'où la chanson de Brassens, celle de Montcolon que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu, elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus,
mais à mon sens, elle ne vaut guère plus qu'un premier accessit. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Évidemment, tout ceci est de l'ironie du second degré, mais c'est vrai que la guerre la plus épouvantable, c'est la guerre de 14. Et d'ailleurs, ce qui est très frappant, quand vous allez dans les petits villages, vous regardez les monuments aux morts et vous comparez le nombre de morts dans la première et la seconde guerre. Comme disent les jeunes aujourd'hui, il n'y a pas photo. Une guerre donc épouvantable, et au milieu une bataille épouvantable, la bataille de Verdun, remportée par les Français. Alors ceci aura quantité de conséquences. D'abord, la France récupère les territoires qu'elle avait perdus en 1870. Au passage, notons que les évêchés étant allemands au moment de la séparation de l'Église et de l'État, les évêchés qui étaient en Allemagne pendant la séparation de l'Église et de l'État, reviennent en France sous le régime concordataire. La gauche essaye d'appliquer la séparation de l'Église et de l'État à ses évêchés sans y parvenir. Donc il y aura quand même des aspects providentiels dans cette guerre de 1914. Mais si on regarde les suites, la première suite évidente, c'est la Deuxième Guerre mondiale. On raconte que Clémenceau, quand il est rentré dans le train, et par le train, après avoir signé le traité de Versailles, a dit et dire que tout ceci recommencera dans 20 ans. Très exactement, 20 ans après, ça a recommencé. Et ça a recommencé parce qu'un obscur caporal autrichien qui avait fait la guerre de 14 a su mobiliser les Allemands. Et comment il les a mobilisés? Précisément par l'humiliation qu'ils avaient ressentie à la suite de la défaite de 1918. Et ce petit caporal va devenir un formidable conquérant. Le voici devant la tour Eiffel, l'image est connue, et voici ce qui reste de la France en 1940. En quelques semaines, les armées françaises sont complètement culbutées et la France n'est plus que la moitié d'elle-même. Mais là encore, nous avons un conquérant très éphémère, puisque quelques années après, c'est une lourde défaite, Stalingrad. Et Stalingrad, rien que le mot est déjà tout un programme, la ville de Staline. J'ai laissé ma voiture à Lyon pour prendre le train à côté de l'avenue de Stalingrad. À Grenoble, il y a encore une avenue de Stalingrad, alors même que les Russes, depuis des décennies, ont abandonné ce nom de Stalingrad pour la ville, qui est devenue, sauf erreur, Volgograd. Mais nous restons attachés à cette ville de Stalingrad. Alors, cette défaite, il y a plein d'enseignements à en tirer. Le premier, il suffit de regarder une carte pour voir que les Allemands sont allés très loin en Russie, un peu comme Bonaparte. Puis après, ils ont connu le reflux, la défaite de Russie. Le deuxième enseignement, c'est que, à partir de là, pratiquement toutes les conquêtes qu'ils avaient faites vont être prises par les Soviétiques. Et au passage, je voudrais citer cette phrase qu'on a beaucoup reprochée à Pierre Laval, mais qui était quand même prophétique. Je souhaite, disait-il, au moment où les Allemands sont en train de se battre contre les Soviétiques, je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que... Alors, arrêtons-nous d'abord ici. Je souhaite la victoire de l'Allemagne. Alors là, on vous dit, vous voyez, c'était vraiment un salaud, antipatriote et tout. Mais on cite généralement pas la suite. Parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Alors je ne sais pas s'il fallait souhaiter la victoire de l'Allemagne, mais ce qui est sûr, c'est que la défaite de l'Allemagne a eu la conséquence suivante, c'est l'expansion formidable du communisme dans toute l'Europe centrale. Tous ces pays qui sont en rouge, orange, striés ou non, ce sont tous les pays qui sont maintenant dominés par le bloc communiste. Et cette victoire n'est pas seulement une victoire militaire, c'est une victoire idéologique. Et la suite de cette victoire communiste, c'est le progrès de l'idéologie communiste dans le monde. Et pour la France, un premier exemple, ce sont nos possessions de ce qu'on appelle aujourd'hui le Vietnam. Avec cette fameuse défaite de Dien Bien Phu, vous voyez que Dien Bien Phu, c'était tout honneur du Vietnam. Quand j'étais gamin, j'entendais parler de la guerre du Vietnam avec les Américains qui étaient au sud, les communistes qui étaient au nord. Mais quand nous étions dans ce qui va devenir le Vietnam, à l'époque c'était 3 pays, quand nous étions au Vietnam, nous étions dans tout le Vietnam, jusque le plus au nord. Avec une grosse défaite donc de Dien Bien Phu, mais on aurait pu dire nous avons perdu une bataille, nous n'avons pas perdu la guerre. Sauf que l'homme qui est au pouvoir à l'époque, Pierre Mendès France, a toujours été opposé à cette guerre d'Indochine, et donc il va purement et simplement
capituler, c'est le traité de Genève, les accords de Genève, tant et si bien qu'à partir de là, non seulement la France n'a plus aucune influence en Indochine, mais beaucoup plus grave, tous les peuples dominés par la France se disent que finalement la France est vulnérable. Et il y a une date, là encore on voit l'importance des dates, il y a une date qui ne trompe pas, c'est le 1er novembre 1954, la même année que la défaite de Dien Bien Phu, la même année que les accords de Genève. 1954, 1er novembre, c'est la Toussaint rouge, la Toussaint sanglante, c'est-à-dire les Félagas qui commencent la rébellion contre la France. Et après la France, ce seront d'autres pays, tant et si bien qu'aujourd'hui, il ne reste plus rien de ce gigantesque empire. Je passerai brièvement, faute de temps, sur la deuxième partie, avec la question de la contestation ou de la remise en cause de cette histoire bataille. Vous en avez dit un mot tout à l'heure, monsieur l'abbé. Qui est-ce qui a remis en cause cette histoire bataille? Quantité de gens. D'abord, je l'évoquais en commençant, les paresseux qui ne voulaient pas apprendre des dates, etc. Mais il y a eu une contestation intellectuelle qui a été beaucoup plus importante. C'est celle qu'ont menée deux professeurs d'histoire, vous les avez à l'écran, Marc Bloch et Lucien Febvre, qui ont lancé une revue au lendemain de la Première Guerre mondiale qui s'appelait « Annales d'histoire économique et sociale ». Je regarde le titre parce que le titre a changé, il y a eu plusieurs générations des annales et plusieurs générations aussi d'historiens qui se sont rattachés à cette école. On a eu des gens, par exemple, comme Leroy Ladurie, comme Georges Duby, que je citerai tout à l'heure, et beaucoup d'autres. Et finalement, cette école des annales est devenue un peu l'histoire officielle française. Alors, quelle était leur position ? Eh bien, c'était de dire que finalement, l'histoire telle qu'on l'enseignait, c'était essentiellement l'histoire des puissants. On parlait des rois, éventuellement des nobles, on parlait des guerres, etc. Mais on ne s'intéressait pas à l'ensemble du peuple. Donc pour eux, il fallait une histoire totale. Sauf qu'en réalité, ils ont pris, comme vous le savez, l'erreur de l'inverse, ce n'est pas l'erreur inverse. L'erreur inverse, ce n'est pas l'inverse de l'erreur. L'inverse de l'erreur, c'est la vérité. Donc, ça aurait été bien éventuellement de parler un peu plus, effectivement, des petits dans le royaume ou dans la République. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont totalement délaissé cela. On ne s'intéressait plus aux batailles, on ne s'intéressait plus aux dates, on ne s'intéressait même plus aux faits. Et nous avons d'ailleurs de ce point de vue une excellente citation de Georges Duby, dans un ouvrage d'ailleurs qu'il consacrait à la bataille de Bouvines, et que je vous lis, parce que ça résume très exactement ce qu'était cette nouvelle école dite des annales. Cette historiographie, dit-il, rejetait sur les marges l'événementiel. L'événement, c'est pas important. Répugner au récit. On ne raconte pas ce qui s'est passé. On n'est pas des journalistes du passé. Négliger les trépidations de surface. Alors là, il faut comprendre ce que ça veut dire. Je vais vous le montrer dans un instant. Elle entendait observer dans la longue et la moyenne durée, vous y avez fait allusion tout à l'heure, on regarde plus ce qui se passe au jour le jour, mais les grands mouvements de l'histoire et surtout l'évolution de l'économie, de la société et de la civilisation. Eh bien, si on veut savoir qu'est-ce qui était derrière, quelle est l'idéologie qui était derrière, il suffit de revenir à Marx. Il y a dans la pensée marxiste un aspect extrêmement intéressant qui est son analyse de la société. Alors, c'est pas parce que je dis que c'est intéressant que je partage ses vues, je vous rassure tout de suite, mais c'est vrai qu'il aborde la chose d'une manière très intéressante, très intelligente. Ce que dit Marx, c'est que dans la société, il y a quantité de choses qu'on voit. Et on peut dire pratiquement que ce sont les choses que les sociologues étudient. La famille, le pouvoir, les arts, la culture, la presse, tout ce que vous voulez. Vous étudiez ces choses, c'est très intéressant, mais, dit Marx, ces choses, en fin de compte, elles ne sont que la résultante, c'est ce qu'il appelle la superstructure. Cette superstructure n'est que la résultante de l'infrastructure. Autrement dit, si nous avons tel type de famille dans tel pays à tel instant donné, si nous avons tel modèle militaire, si nous avons telle organisation politique, si nous avons tel type d'art, eh bien, c'est parce que la réalité sociale ultime, les rapports sociaux, comme dit Marx,
Et pour lui, ces rapports sociaux sont essentiellement conflictuels. C'est ce qu'il appelle la lutte des classes. Eh bien, pour Marx, ce qui détermine tout ce qu'on voit, ça n'est pas visible, c'est caché très profondément, mais c'est l'essentiel, c'est l'infrastructure. Et cette infrastructure, elle est profondément marquée, dit Marx, par l'économie. Et donc, vous avez maintenant la clé qui vous permet de comprendre le choix de ces historiens. En fait, tous ne sont pas marxistes. Certains ont été compagnons de route des marxistes, et globalement, cette école des annales, elle est influencée par la pensée marxiste. Et donc, on ne s'intéresse plus tellement au génie des chefs, parce que dans une pensée matérialiste, le génie des chefs, ça ne compte pas. Je vais être un peu provocateur, mais dans la pensée marxiste, si Hitler avait gagné à Stalingrad, ça n'aurait rien changé. Bon, c'est sûr que Hitler aurait maintenu le capitalisme un peu plus longtemps. Mais de toute façon, les communistes en sont sûrs, enfin, ils en étaient sûrs, parce qu'aujourd'hui ils en sont un peu revenus, ils étaient sûrs à l'époque que de toute façon ils allaient gagner. Donc ils savaient qu'il y avait des allers-retours. Donc si Hitler avait gagné à Stalingrad, le communisme aurait eu du recul. Mais finalement, tôt ou tard, le communisme aurait repris et aurait fini par l'emporter sur le capitalisme. Sauf que, comme disait excellemment Lénine, les faits sont têtus. Et j'en terminerai par là. Ce qui s'est passé au cours des années suivantes, ce que l'on a vu, eh bien, c'est que, contrairement, vous l'avez cité tout à l'heure, j'ai mis sa photo, vous voyez, Fukuyama, et qui avait écrit donc ce fameux livre dont je vous ai mis la couverture. Il a été traduit beaucoup plus tard en France, donc je vous ai mis l'original. Donc c'était l'idée de la fin de l'histoire. Et les marxistes avaient cette même idée qu'il y avait une fin de l'histoire. Marx écrivait que cette lutte des classes, elle s'arrêterait le jour où tous les hommes seraient réconciliés entre eux, où il n'y aurait plus des exploiteurs et des exploités. Et donc on arrivera à un moment où il n'y aurait plus d'histoire. Eh bien cela n'est pas vrai, il y a toujours une histoire, parce que l'homme est homme, parce que l'homme est attaché à certaines réalités, comme par exemple les nations. Il est très frappant de voir que le communisme a nié les nations. Le pays où c'est le plus manifeste, c'est la Yougoslavie. On est arrivé, on a fait un territoire où tous les Slaves étaient mélangés et puis c'était fini. Moi, je me souviens que petit garçon, mon père me parlait de la Bosnie-Herzégovine comme quelque chose de très lointain qui ne reviendrait jamais. Eh bien, j'ai vu réapparaître la Bosnie-Herzégovine. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine réalité nationale. Et dès lors que vous avez une réalité nationale, vous avez une vie. Dès lors que vous avez une vie, vous avez des conflits. Et dès lors que vous avez des conflits, il faut des historiens pour en rendre compte. Alors ça ne veut pas dire que nous nous réjouissons, nous chrétiens, de ces batailles. C'est une faiblesse de l'homme, c'est une conséquence du péché originel. Vous avez excellemment dit tout à l'heure, monsieur l'abbé, que dans les guerres, on voit le meilleur et le pire, on voit l'héroïsme, on voit les pires saloperies, les pires lâchetés. Mais simplement, quand on est amené à faire la guerre, la juste guerre, il faut la faire bien, et il faut la faire en n'oubliant jamais qu'au-dessus des combattants, qu'au-dessus des historiens, il y a le maître de l'histoire. Merci.